Bienvenue et bonne matinée à tous. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. François Geffrier. 8h sur Europe 1, le journal de Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour François, bonjour à tous. À la une ce matin, l'émotion du quartier d'Harlem après la disparition d'Aretha Franklin. Les habitants se sont spontanément rassemblés à l'Apollo Theatre de New York. Notre correspondant était sur place. Les autres titres, Sophie. Le témoignage d'Aurélie, amie proche de Mélissa et Nathan, décédés dans l'effondrement du pont à Gênes. Elle a confié son émotion à Europe 1. Les syndicats mécontents de la nomination d'un étranger à la tête d'Air France KLM, le Canadien Benjamin Smith dirigera le groupe. Et puis un testament par SMS est-il valable? La justice doit décider aujourd'hui de porter ou pas la question devant la Cour de cassation. La suite du programme, que se passe-t-il dans nos prisons? Le nombre de suicides est en augmentation. Est-ce à cause de l'entassement des détenus ou de la détention provisoire toujours plus longue? Le gouvernement promet 7000 nouvelles places de prison d'ici 4 ans. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté en direct avec nous dans un quart d'heure. Spontanément après l'annonce de la disparition d'Aretha Franklin, les hommages sont arrivés de toutes parts. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. L'émotion était à son comble hier dans le quartier noir de Harlem. De nombreuses personnes se sont rassemblées au mythique Apollo Theatre où l'artiste s'était plusieurs fois produite. De son étal de disques sur le trottoir de la 125e rue, Eric diffuse en boucle du Aretha Franklin depuis l'annonce de sa mort. En face du vendeur, l'Apollo Theatre, mythique salle de concert où la chanteuse s'est produite tant de fois. Elle a attiré les foules, se souvient Eric. Il y avait la queue jusqu'au coin là-bas et tout autour du pâté de maison. Michel, qui vient d'acheter un CD, a eu la chance de la voir en concert. Tout mon corps frissonnait, dit-elle. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Sur les écrans au fronton du théâtre, on peut lire ce message: repose en paix, Aretha Franklin, reine de la soul. Michel prend des photos qu'elle envoie à sa tante en Californie et à ses sœurs. Nos parents nous ont élevés avec sa musique, raconte-t-elle. Le samedi matin, le dimanche matin, je me levais avec elle et toute la journée on l'écoutait. Elle faisait partie de notre vie, disent les New-Yorkais qui viennent se recueillir de plus en plus nombreux. La plaque à son nom incrustée sur le trottoir du théâtre se couvre de fleurs, de photos, de petits mots. Un homme dépose un haut-parleur et d'un coup, les fans communient dans une chorale improvisée. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Aretha Franklin avait chanté pour l'investiture de Barack Obama et l'ancien président américain a salué une lueur divine. 8h03 sur Europe 1, la suite du journal de Sophie Tussaud. À la suite de la catastrophe de Gênes, les familles des 4 Français décédés ont commencé à arriver dans la ville. 4 jeunes d'une vingtaine d'années qui se rendaient à un Technival. Parmi eux, Mélissa et Nathan qui étaient en couple. Europe 1 a recueilli le témoignage d'Aurélie, 26 ans. L'une de leurs amies la plus proche, la Toulousaine, les avait hébergés juste avant leur départ pour l'Italie. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle évoque un couple en or. Ils étaient super contents, ils leur tardaient de partir, ils en parlaient beaucoup. C'est des baroudeurs, ils faisaient à droite, à gauche, ils prenaient le train, ils montaient, ils descendaient, ils connaissaient des gens un peu partout, donc du coup, au final, ils étaient un peu partout chez eux, quoi. Mélissa, elle était adorable. Enfin, moi, de toute façon, j'ai pas d'autres mots pour les décrire. C'était un couple, le cœur sur la main. Ils n'avaient pas grand-chose, forcément, mais dès qu'ils pouvaient, ils faisaient un geste. Enfin, Nathan, super gentil, souriant. Enfin, la joie de vivre, quoi. Et les deux, ils avaient la joie de vivre. C'était, on est jeunes, on veut s'amuser. Et ils avaient vraiment une sorte d'énergie positive, en fait. Ils avaient des projets, ils avaient envie d'avancer à deux, quoi. Là, ils avaient prévu d'aller faire les vendanges en septembre, d'acheter un camion et puis ensuite de faire peut-être les saisons, les trucs comme ça pour pouvoir vivre tout en étant libre, quoi. Pour l'instant, c'est essayer d'accuser le coup, essayer de... Surtout, je vois, j'y pense, je me dis, mais pourquoi ça leur arrive à eux, quoi. Ils avaient 20 ans, quoi. Ils avaient tout, pour avancer et il n'y aurait pas eu ça. Je suis sûre qu'ils auraient avancé la main dans la main, l'un avec l'autre et qu'ils seraient allés loin, quoi.
Le témoignage d'Aurélie, amie du couple décédé à Gênes, recueilli pour Europe 1 par Marion Jorte. Ces dernières heures, pour la 3e nuit consécutive, les grues et les pelleteuses ont continué leur travail de recherche et de déblaiement à Gênes. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues sans que l'on connaisse leur nombre. Un dernier bilan fait toujours état de 38 morts. Et 3 jours après l'effondrement du viaduc, la bataille sur les responsabilités fait rage entre le gouvernement italien et la société d'autoroute gestionnaire du pont. Elle refuse le statut de coupable que Rome voudrait lui donner. Nicolas Tonef. Une annonce faite en l'absence de toute certitude sur les causes effectives du drame. C'est comme cela que la société Autostrade per l'Italia, concessionnaire du tronçon d'autoroute contenant le pont effondré, a réagi à la décision du gouvernement italien de révoquer sa concession sur la partie endommagée. Pas besoin d'attendre la justice pénale pour décider, a même décrété le chef du gouvernement Giuseppe Conte, un diktat que la société ne compte pas accepter. Autostrade per l'Italia a prévenu qu'elle demanderait des indemnités à l'État, lesquelles pourraient se chiffrer en milliards d'euros. Pour l'instant, en effet, les différentes enquêtes judiciaires, techniques ou administratives ne font que commencer et ne permettent donc pas d'attribuer tous les torts à l'entreprise qui, sous le feu des critiques, a perdu 22% de sa valeur en bourse. Si la société a accepté que les ambulances ne paient plus les péages sur ces 3000 km d'autoroute, petite concession faite à Rome, elle se voit tout de même un avenir à Gênes. Autostrade per l'Italia se dit capable de reconstruire un pont en 5 mois après le déblaiement des gravats. Nicolas Tonef. 8h06 sur Europe 1, mercredi matin. Nous vous le révélions, cette course-poursuite mortelle en plein cœur de Paris. Et le policier qui a tué par balle un automobiliste a été mis en examen hier pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. Des faits passibles de la cour d'assises. Il a été placé sous contrôle judiciaire et a l'interdiction d'exercer sa profession. Écoutez son avocat, maître Laurent Franck-Liénard. D'abord, il demande au conducteur du scooter de l'approcher de la voiture en fuite, de manière à pouvoir donner l'immatriculation de la voiture sur les ondes, pour permettre son identification. Et lorsque mon client se rend compte que le conducteur va tuer quelqu'un, qu'il prend tous les risques, qu'il a une conduite extrêmement dangereuse et qu'il met en péril la vie des passants, mon client dit « il faut que je l'arrête, parce qu'il va tuer quelqu'un ». Mon client, il était désespéré hier parce qu'il avait abattu un homme. C'est très très dur à gérer quand vous avez 23 ans et que vous avez tué quelqu'un sans le vouloir. Pour un policier qui a sauvé des vies et qui a décidé d'ouvrir le feu sur ce fuyard parce que c'était indispensable, il se retrouve mis en examen et il se retrouve interdit d'exercer ses fonctions. C'est-à-dire que demain matin, il ne paye plus son loyer et il ne mange plus. La famille du jeune homme tué ne comprend pas de son côté les raisons de cette course-poursuite. Maître Olivier Lambert. La famille est abasourdie, accablée, mais bien sûr dans une recherche de la vérité. D'après les informations dont la famille dispose, la victime, Romain, n'était pas au volant d'une voiture volée, c'était son véhicule. Donc la famille ne comprend pas bien pourquoi il y a eu une telle course-poursuite avec une issue aussi tragique. C'était un jeune homme qui travaillait, qui se levait extrêmement tôt pour aller à Rungis, à l'ouverture du marché. Donc c'était quelqu'un qui avait une activité professionnelle. C'était un garçon qui avait un problème de permis de conduire récurrent, qui a commis un certain nombre d'erreurs, ça c'est clair. Mais tout son casier judiciaire n'est lié qu'à des problèmes d'infraction routière. Pas du tout un jeune en rupture, ni familiale, ni sociale, absolument pas. Des propos recueillis pour Europe 1 par Benjamin Lévesque. L'annonce était attendue, elle est intervenue hier dans la soirée. Benjamin Smith a été nommé à la tête d'Air France KLM à l'issue du conseil d'administration. Il succède à Jean-Marc Janaya qui a démissionné en juin en plein conflit social. Benjamin Smith prendra donc au plus tard ses fonctions fin septembre. Et ce que l'on peut dire, Emmanuel Dutheil, c'est que l'accueil des syndicats risque de ne pas être très chaleureux. Oui, ça c'est sûr que Ben Smith est prévenu. La plupart des syndicats réunis en intersyndical dénoncent tout simplement cette nomination. Pour eux, c'est inconcevable qu'Air France soit dirigé par un étranger. Pourquoi ? Eh bien parce que selon Philippe Evin, à la tête du principal syndicat de pilotes chez Air France, ce candidat, il a peu de connaissances sur l'environnement français et européen, peu de connaissances juridiques, ne serait-ce que sur le droit du travail, peu de connaissances économiques sur l'état du marché, de la concurrence, etc. Et peu de connaissances également sur les relations, sur le dialogue social, etc. Le risque est grand de perdre beaucoup de temps pour que M. Smith puisse finalement prendre ses marques. Ce qui est sûr, c'est que les syndicats ne vont pas lui laisser le temps de prendre ses marques. Ils demandent le plus vite possible une négociation sur les salaires, surtout qu'ils ont bien en tête, comme Karine Monségut de la CGT, que le salaire du nouveau patron a été sensiblement revu à la hausse.
Dans le contexte où nous sommes de payer ce monsieur 3 300 000, on attend notre futur dirigeant, évidemment, pour pouvoir sortir du conflit et trouver un accord et être entendu et qu'enfin il y ait une négociation. En tout cas, avant même que Ben Smith arrive, dès le 27 août, c'est-à-dire dans 10 jours, les syndicats ont prévu de se réunir pour décider d'éventuelles actions. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Les SMS peuvent-ils faire office de testament ? Un avocat du barreau de Metz veut que la question soit posée au plus haut niveau juridique. Il a déposé une question prioritaire de constitutionnalité et la présidente du tribunal de grande instance de la ville doit dire aujourd'hui si elle transmet ou non cette question à la Cour de cassation. Salomé Legrand. Ce sont quelques mots écrits avant de se suicider. Ma part, je veux qu'elle revienne à maman. Des dernières volontés envoyées en 2016 par un homme à un proche par SMS. Mais en l'état actuel du droit, ce message ne vaut rien. Le code civil est clair. Il faut que le testament soit écrit, daté et signé de la main du testateur. Des dispositions obsolètes d'après maître Thomas Ellenbrand qui défend la mère du défunt. Aujourd'hui, vous vous trouvez seul mordu par un serpent. Si vous avez votre téléphone à côté de vous, naturellement, vous allez transmettre vos dernières volontés sur votre portable. Alors que la réalité, c'est qu'il vaudrait mieux l'écrire dans le sable. La loi n'est pas en conformité avec la réalité concrète et contraire à la Constitution dans le sens où il limite le droit de propriété. Des nouvelles technologies bien trop facilement manipulables, estime de son côté maître Stanislas Louvel, l'avocat de son ancienne compagne. Ça peut être aussi bien rédigé par la personne qui s'est donné la mort que par une autre personne. On n'a pas de certitude. On sait très bien que certaines personnes viennent dire bah oui, mais la personne n'avait pas toute sa tête. Vous imaginez, pour un SMS, on peut encore aller plus loin. Et si la magistrate décide que la question ne mérite pas d'être transmise aux sages, l'avocat de la mère compte employer tous les recours possibles, pas tant pour les sommes concernées, minimes dit-il, mais pour l'enjeu de société. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. 8h11 sur Europe 1, les vacances s'achèvent cette semaine pour une grande partie des Haussiens. Et la circulation s'annonce très difficile ce week-end. Aujourd'hui est classé orange au niveau national, demain sera rouge. D'autres vacanciers optent pour un retour en train. Et Caroline Philippe a fait le trajet avec certains d'entre eux entre le sud-ouest et Paris. Derrière la vitre du train, dernier coucou vers ses parents restés sur le quai. Après plus de 3 semaines de vacances à Pau, c'est l'heure pour Aude, de 39 ans, de rentrer à Paris. Il lui reste encore quelques jours de congé, mais elle pense déjà au travail. C'est presque la fin des vacances en fait pour moi. La tête, elle est déjà un petit peu au retour dans Paris, dans le béton, la grisaille. Pas très loin du travail aussi quand même. Pour Florence, c'est l'inverse. Elle reprend le travail demain, mais elle a déjà la tête en vacances. Après 2 jours à Arcachon, la vendeuse parisienne s'installe avec le sourire, voiture 15. Je suis dans un train, mais je suis heureuse parce que dimanche, je prends l'avion pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. Je fais partie des gens très très chanceux parce que j'ai pris plusieurs semaines de vacances et que je repars. Voilà, c'est comme ça. Cette année, c'est une bonne année. 2 voitures plus loin, Jessica et sa petite sœur Océane voyagent côte à côte. Les 2 jeunes filles se remémorent les bons souvenirs de ces jours d'été en famille à Dax. C'était cool parce qu'on se voit pas souvent, du coup on a pu vraiment se voir, profiter. Un peu le petit pincement au cœur quand même. C'était bien, on est allé aux fêtes, on a bien profité de l'océan et c'est les vacances quoi. Il n'y a pas d'heure pour se coucher et il n'y a pas de réveil le matin. Gare Montparnasse, les 2 sœurs descendent du train, arrivées pile à l'heure, voie numéro 4. Elles vont poursuivre leurs vacances chacune de leur côté, l'une à Paris, l'autre dans le sud-est. À bord du TGV 8583, Caroline Philippe, Europe 1. Le 8583 dans le journal de Sophie Tussaud. Merci Sophie. Europe 1.